Ce qui nous réunit aujourd'hui, je pense, c'est ma confrontation à la mort et les questions que ça a fait ressurgir. J'étais un adolescent extrêmement curieux de tout, avec un désir absolu d'être dans une vie qui ait du sens, dans un monde qui ait du sens. Et puis, comme tout le monde, voilà, à 22, 23 ans, 24 ans, j'ai fait des compromissions pour mettre un peu en sommeil ces appétences et puis essayer de me faire un petit peu un nom et de commencer à faire un travail. J'ai trouvé une solution assez facile en fait pour ne pas être trop envahi par mes rêves d'adolescence qui continuent à vouloir venir, c'est l'alcool. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. Il est extrêmement efficace et utile quand on n'est pas forcément sur la bonne voie et qu'on n'a pas forcément envie de se remettre en question tout de suite. Et moi, l'alcool m'a englouti d'une certaine manière, parce que ça me permettait, à 5-6 heures du soir, avec un premier apéritif et puis une bouteille de vin qui allait suivre, de me mettre en sommeil, de mettre en sommeil ce feu brûlant, de mettre en sommeil cette envie d'être dans le vrai constamment. Vous savez, comme Jean-Marc Barr qui dit à Jean Reno dans Le Grand Bleu, « Je veux tout savoir ». Tu veux tout savoir sur quoi? Je veux tout savoir sur tout. Ben, j'étais un peu dans cette même urgence. Et l'alcool m'a aidé à m'endormir. Et puis, comme certains d'entre vous peut-être l'ont aussi vécu, ben voilà, les drames vous réveillent des fois. Et c'est peut-être le point essentiel de cette intervention ce soir. C'est qu'un jour d'avril 2001, je dois ramasser le corps de mon frère qui vient d'être tué dans un accident de voiture en Afghanistan, au sud de Kaboul. Je dois le ramener à la maison. Il est très tôt, donc il est encore plus tôt en France. Je dois appeler mes parents, attendre qu'ils soient réveillés surtout, et puis les appeler pour leur dire que leur fils est mort. Je dois appeler une autre maman dont le fils est mort aussi avec Thomas, Vadim. Et cet électrochoc, ce moment au moment où je le vis, est une déchirure absolue. Plus encore que de ramasser le corps de mon frère, je crois que c'est l'appel à mes parents qui a été l'épine la plus insupportable à porter encore aujourd'hui, pour leur dire voilà, Thomas est mort. Et ce moment-là m'a laissé a tout fait ressurgir. C'est le regard que je porte aujourd'hui. Ce livre dans lequel pour lequel j'ai trié pendant des mois 30 ans de reportages photos, que j'ai essayé d'organiser et de trouver un fil directeur, m'a permis de mettre un petit peu les points sur les i et de comprendre un peu l'itinéraire et de comprendre un peu mon cheminement mental aussi. Et je m'aperçois que ce jour d'avril 2001, c'est comme si tout d'un coup l'adolescent que j'avais été et que j'avais étouffé rejaillissait avec cette certitude que plus jamais j'allais pouvoir taire cette envie d'essentiel, cette envie d'être dans quelque chose de pur et de vrai. Une des preuves les plus tangibles pour moi, c'est que j'ai pu arrêter l'alcool sans aucun problème, comme ça, comme un coup de baguette magique. Et j'étais alcoolique. Donc c'était pas juste de temps en temps un petit verre pour m'amuser. J'avais vraiment un vrai problème. J'ai arrêté sans aucune difficulté, parce que pour moi, tout d'un coup, la nécessité d'être lucide, la nécessité d'être conscient de chaque seconde de ma vie était devenue absolument impératif et beaucoup plus importante que l'ivresse et que l'anesthésie. Et à partir de ce moment-là, avril 2001, je n'ai eu de cesse que de vouloir comprendre, pas vraiment comprendre, je dirais, est-ce qu'il y a une vie après la mort, enfin, ou des questions un petit peu concrètes comme ça. C'était quelque chose qui n'était pas construit, qui était très brouillon, qui était ok, je veux comprendre le sens de la vie. Pourquoi est-ce que ça peut s'arrêter comme ça en une fraction de seconde? Pourquoi est-ce qu'un garçon de 30 ans s'arrête de vivre? Il y a forcément une raison. Et grâce à mon prof de philo, j'avais aucune capacité d'explorer cette question avec des outils philosophiques, mais vraiment aucune. Merci à lui. Grâce à mes parents et à l'éducation intellectuelle qu'ils m'avaient donnée, je n'avais pas non plus l'envie de m'enfermer dans un dogme religieux. Non pas que je juge chacune des religions avec mépris, au contraire, mais pour moi, c'est des espaces personnels et intimes qui ne sont pas forcément ce que je cherchais, qui était de l'ordre de la vérité, de l'ordre de la vérité partageable par tous. La vision de la vérité n'est pas la même pour un musulman, un juif, un catholique ou un bouddhiste. Donc, j'ai beaucoup de respect pour chacune de ces voies, mais ce n'est pas ça que je cherchais. Je cherchais quelque chose
qui était de l'ordre de ce que je pratiquais en tant que journaliste. Moi, je suis quelqu'un de mental, je suis un intellectuel, j'ai une relation au réel qui se passe par des questions, c'est noir, c'est blanc, c'est vrai, c'est pas vrai. Donc le sens de la vie, j'ai pas envie de partir dans un ashram, j'ai pas envie de partir comme Thomas à Auroville pour passer mon temps à méditer et puis à essayer de capter quelque chose. J'ai envie d'une réponse qui est un peu le goût de l'objectivité. Mais à l'époque, je sais absolument pas où chercher, je sais même pas comment chercher ça en dehors soit du spirituel ou du philosophique. Et puis, encore une fois, les hasards de l'existence font que je tombe sur une interview ou un livre, je ne sais plus, sur les expériences de mort imminente et des témoignages de gens ayant vécu une expérience de mort imminente dans un accident de voiture, par exemple, où ils disent « c'est marrant, j'étais dans la voiture et puis je suis sorti de mon corps et puis j'étais au-dessus en train de voler et puis j'ai vu les pompiers arriver, sortir mon corps de la voiture et puis j'ai suivi l'ambulance en volant au-dessus d'elle jusqu'à l'hôpital. » Mon frère est mort dans un accident de voiture et quand je me suis trouvé agenouillé devant son corps, sans savoir pourquoi, de façon complètement instinctive, j'ai eu le besoin de lui parler et j'ai regardé au-dessus. Ce n'était pas une croyance à ce moment-là, c'était vraiment comme si mon corps me commandait de faire ça. Et je lui ai dit « Thomas, t'es mort » en regardant le vide au-dessus. Et en découvrant les premiers récits d'expériences de mort imminente, je me suis dit est-ce qu'il était vraiment là ? Est-ce qu'il était là, comme décrivent ces témoins, en train de voler au-dessus de moi et d'observer un peu stupéfait ce qui venait de se passer ? Mais ces sujets-là, c'est forcément pas vrai. C'est forcément quelque chose qui doit être explicable. Voilà, notre société, elle est tellement assurée de la force de la science que quelqu'un qui croit être sorti de son corps quand il est dans le coma ou en arrêt cardiaque, c'est qu'il a rêvé, qu'il a eu une forme d'hallucination qui est liée à avant l'accident ou après sa réanimation. Mais on ne peut pas sortir de son corps, ça n'existe pas. Donc je cherche à conforter cette croyance qui est la mienne à l'époque, une croyance qui émane simplement de la culture dans laquelle je suis né, une croyance matérialiste. Il y a forcément quelque chose dans le cerveau qui explique ces expériences-là. Il y a forcément un dysfonctionnement cérébral qui crée ce sentiment d'un tunnel de lumière, etc. Et à ma grande surprise, je découvre que, pas beaucoup, mais quelques médecins, des gens a priori que je considérerais comme étant des références, ont travaillé sur ce sujet, ont interrogé des gens ayant vécu ces expériences-là, et ont fait des études aussi avec les éléments dont ils disposaient, et que ces explications, entre guillemets, conventionnelles ne matchent pas, en fait, avec la richesse du récit des gens qui ont vécu ces expériences. On est dans des moments, parfois, où le cerveau est en très grande souffrance, voire en cessation d'activité. Quand vous avez un arrêt cardiaque, l'oxygénation et le sang ne parvient plus au cerveau au bout de quelques secondes, et sans ni énergie, votre cerveau va cesser assez rapidement de fonctionner. Alors, certaines personnes disent oui, on ne décèle pas d'activité cérébrale, mais il y a peut-être encore des activités résiduelles dans des parties du cerveau qu'on ne peut pas déceler, qui sont extrêmement minimes et qui peuvent expliquer toutes ces expériences. Sauf que je m'aperçois aujourd'hui que les expérienceurs décrivent surtout des expériences d'une très grande richesse, des expériences d'une très grande netteté. Ils parlent de quelque chose qui leur paraît plus réel que le réel dans lequel ils ont vécu jusqu'à présent, avec des lumières, des couleurs, de l'énergie, quelque chose qui leur semble d'une telle densité, d'une telle intensité. Moi, je me rappelais mes grandes cuites, et quand j'étais bien torché, la tête contre les WC avec la moitié de ma conscience, j'avais pas une expérience d'une grande densité de réalité. J'avais un champ de vision assez réduit quand j'avais les yeux ouverts. Donc j'avais mon cerveau qui était un peu intoxiqué par une substance, l'alcool, pas beaucoup, à des années-lumière de ce que peut être un cerveau qui est en cessation d'activité parce qu'il vient d'être en arrêt cardiaque. Et pourtant, mon expérience, elle était très réduite, très minime, avec un espace de conscience extrêmement réduit. Donc comment se fait-il
qu'une demi-bouteille de whisky me mette dans un état proche de l'absence totale de conscience, et qu'un accident, un arrêt cardiaque, vous met dans une situation à l'exact opposé, où vous allez, voilà, encore une fois, percevoir avec une plus grande netteté votre vie, votre environnement, etc. Et cette observation, en fait, personne ne l'explique aujourd'hui.